Ça fait longtemps qu'on se bat pour le problème de l'activité physique et des risques que l'on a. Et on est toujours, quand on en parle de temps en temps, un peu déçu de voir les difficultés. Les choses ont l'air de changer. Les pouvoirs publics ont l'air, enfin en France, de s'être emparés de la problématique. Donc c'est pour ça qu'il est hors de question pour moi de rater l'occasion que j'ai de discuter avec des personnes sur cette problématique. Très bien, et dans votre dernier ouvrage, on en a parlé il y a quelques instants, Danger, sédentarité, vous tirez finalement la sonnette d'alarme car il y a une réelle désaffection pour le mouvement. Que constate-t-on aujourd'hui sur la pratique d'une activité physique et quelle est la situation finalement actuelle de notre société sur ce sujet? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'en profite tout d'abord pour remercier, alors je ne sais pas comment je sors, par là, toc, et voilà. Donc je veux remercier vraiment très sincèrement Patrick pour son invitation et puis aussi la Société d'Inaker parce que je sais ce que c'est qu'organiser un congrès comme ça. C'est facile de s'asseoir dans les fauteuils, mais il y a un travail énorme et donc un grand merci pour votre invitation. Donc ce que je vous propose, c'est que l'on puisse débattre un petit peu d'un problème de santé publique, un réel problème de santé publique, même si les pouvoirs publics ont mis du temps à s'en rendre compte, qui concerne donc le problème de la sédentarité et de l'inactivité physique. Tout d'abord, très rapidement, un petit état des lieux. L'état des lieux, il est très simple, il est résumé ici. Voilà le sport réalisé actuellement par la majorité des Français dans la vie courante. Et pour vous en convaincre, je vous ai juste mis cette évolution de l'activité physique avec le temps. Et vous voyez que si vous vous référez simplement à 1950, on ne va pas aller très loin, 1950, les personnes faisaient à peu près, en moyenne, 5 heures, 4 à 5 heures d'activité physique par jour. Actuellement, en France, en 2015, on pense en moyenne que l'on fait 20 minutes d'activité physique par jour. Et on va voir ce que cela représente au niveau de la santé. En fait, la problématique, elle est là. La problématique, c'est que l'homme a évolué, bien sûr, parce que pour passer de la position quadripède à la position bipède, le fameux chasseur-cueilleur qui faisait peut-être 12 ou 16 km de marche par jour, ce sont des estimations, bien sûr, eh bien, il a fallu des millions d'années. Par contre, pour passer du chasseur-cueilleur, pratiquement, à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est moins de 100 ans. La révolution industrielle, ça fait 70 ans, et en fin de compte, en quelques années, on a demandé à notre organisme de changer complètement son mode de vie, alors que notre génome n'a absolument pas changé. Ce que la population n'a pas assimilé, c'est que nous sommes exactement bâtis de la même manière au niveau génétique que le chasseur-cueilleur. Il y a peut-être 2-3 bases qui ont changé sur certains gènes, mais c'est tout. En d'autres termes, peut-être que dans 500 000 ans, si nous sommes encore vivants, voilà ce que nous serons devenus. Le problème qu'il y a, c'est qu'on se sera adapté. On aura des petits bras, on aura des petites jambes, on aura une grosse tête, peut-être des gros doigts pour taper sur nos ordinateurs. Mais pour qu'il y ait cette adaptation, il y aura 90% de la population qui sera décédée, puisque cette population ne sera pas arrivée à s'adapter. Alors ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des choses qui sont mal connues en fait, et là aussi on a une part de responsabilité, nous médecins, et moi le premier sûrement, c'est que les messages ne sont pas passés auprès de la population. Tout le monde a compris 5 fruits, 5 légumes par jour. Ça, tout le monde le sait. Par contre, les méfaits de l'inactivité physique et de la sédentarité, je pense que c'est mal connu. Pourtant, regardez un article qui avait été publié en 1995, et vous voyez en bleu l'apport lipidique, et en vert l'apport énergétique. Et vous voyez que pareil, dans les années 60-70, mes parents, mes grands-parents mangeaient plus de graisse par jour, mangeaient plus de calories par jour, et pourtant il y avait moins d'obèses. Donc c'est une grossière erreur de dire que toute la surcharge pondérale est liée à la mauvaise alimentation. La malbouffe et la bon dos. Bien évidemment, je prône toujours une alimentation équilibrée, mais c'est une erreur d'avoir poussé à fond cette idée-là, puisque regardez, quand vous mettez le nombre de voitures par foyer et le nombre d'heures passées devant la télévision, vous avez une parfaite corrélation avec l'augmentation de l'obésité. Or, l'augmentation de l'obésité, c'est avec le vieillissement de la population les deux grands challenges auxquels nous allons être confrontés dans les années qui vont venir. Alors c'est vrai que les politiques ont tendance à se passer la patate chaude en disant on verra bien, mais quand on va voir, ça va être assez douloureux si jamais rien n'est fait. On va en reparler. Alors quelques petites définitions pour bien savoir de quoi on va parler. L'activité physique, en fait, une activité physique, c'est tout mouvement, donc toute contraction musculaire qui va augmenter la dépense énergétique. Là, pendant que vous êtes assis, votre dépense énergétique, c'est à peu près 1 mètre. 1 mètre, c'est une unité. Ça veut dire que vous consommez 3,5 millilitres d'oxygène par minute et par kilo.
eh bien, dès qu'on va dépenser, faire une activité physique quelle qu'elle soit, on va passer au-dessus d'un mètre. Vous voyez, moi, je suis chanceux par rapport à vous, parce que comme je suis debout et que je bouge, je dépense 1,5 mètre. Je profite de toutes les occasions. Deuxième point important, et peut-être même essentiel, je ne vais pas vous parler de sport. Je suis cardiologue du sport, j'ai la chance de pouvoir voir et suivre sur le plan cardiologique les plus grands sportifs, et pourtant, je ne vais pas du tout vous parler de sport, parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est simplement l'activité physique de base. Le sport, c'est un exercice physique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est programmé, qui est structuré, que l'on fait dans le but d'une performance et dans un cadre codifié. Il y a un règlement et je vais me confronter à d'autres personnes pour essayer d'avoir la meilleure performance possible. Ce n'est pas du tout ce dont on va parler. Et puis peut-être quelque chose qui est très mal connu, et c'est un peu pour ça qu'on s'est penché avec l'Observatoire de la sédentarité sur cette problématique, c'est que sédentarité, ce n'est pas inactivité physique. Pendant trop longtemps, on a pensé que inactivité physique, c'était la même chose. Pas du tout. Sédentarité, il faut revenir d'où ça vient. Ça vient du verbe latin sédere. Et sédere, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être assis. Or, notre mode de vie, non seulement on bouge moins, mais on est trop assis. Et vous allez voir qu'en fait, on ne va pas avoir, ces deux phénomènes vont avoir un retentissement sur notre santé. Tout d'abord, la sédentarité, donc, c'est une dépense énergétique qui est inférieure à 1,5 mètre. Donc, c'est compliqué. Passons aux choses simples. On va dire qu'on est sédentaire si régulièrement, c'est-à-dire pratiquement au moins tous les jours de travail de la semaine, on est assis plus de 7 heures par jour. On est considéré comme sédentaire par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce qui est très mauvais, c'est les périodes assises ininterrompues de 2 ou 3 heures. Il suffit de se lever 1 minute, 30 secondes toutes les 2 heures, et tout de suite on a un effet bénéfique. Pour vous en convaincre, vous savez tous que quand on prend l'avion et qu'on va rester 8 heures dans un avion, eh bien, il est marqué sur l'écran, n'oubliez pas de vous lever, n'oubliez pas de vous hydrater, etc. Ce que la plupart des gens font dans l'avion. C'est pas pourquoi. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour éviter la phlébite et l'embolie pulmonaire. Ce n'est pas l'avion qui donne la phlébite ou l'embolie pulmonaire, c'est d'être assis. Et on a à peu près toutes les 3 semaines dans notre service de cardiologie des patients qui nous sont envoyés pour embolie pulmonaire et on appelle ça des embolies pulmonaires. Ils ont eu une phlébite parce qu'ils sont restés assis trop longtemps devant leur écran et ça a provoqué une embolie pulmonaire. C'est donc une nouvelle pathologie qui est apparue il y a quelque temps. Et de l'autre côté, vous avez l'inactivité physique. L'inactivité physique, pour la définir, on va se retourner aussi vers l'Organisation mondiale de la santé et on considère qu'on est inactif si on fait moins de 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Qu'est-ce que c'est qu'une activité physique modérée? Eh bien, c'est marcher d'un pas relativement rapide, on est un peu essoufflé, gêné, on peut parler, mais on a du mal à chanter, si vous voulez, pour bien expliquer aux personnes, et on ne transpire pas. Ou bien, l'autre possibilité pour ne pas être inactif, c'est de faire au moins 60 minutes d'activité physique intense par semaine. Et là, c'est une activité physique où on va transpirer et où on aura un peu de mal, on aura du mal à parler pendant qu'on fait l'activité physique. C'est un jogging calme ou une marche très rapide. Donc le mode de vie à privilégier, vous l'avez ici en rouge, c'est quelqu'un qui, entre 11h et 12h, va faire ses 30 minutes d'activité physique. Et le reste du temps, dès qu'il peut, il se lève de sa chaise et il va comme ça casser cette position assise. Par exemple, je dis à mes patients, la poubelle dans votre bureau, elle est à l'autre bout de là où vous êtes assis. Comme ça, quand vous avez quelque chose à acheter, vous allez vous lever. La photocopieuse, interdite dans un bureau. La photocopieuse, elle doit être dans une salle distincte. Comme ça, je vais me lever pour aller à la photocopieuse. Ce sont toutes ces petites choses-là. Et bien sûr, j'ai interdit dans mon service aux secrétaires d'avoir des sièges à roulettes. Parce que quand on a des sièges à roulettes, on est assis dessus. Et moi, le premier, si on me donne un siège à roulettes, je serai le premier à rouler dessus pour aller d'un point à l'autre de mon bureau. Donc, il faut passer sur des choses simples. Alors qu'en bleu, la personne se dit active, elle a raison. Elle est active, vous voyez, elle fait les 30 minutes, mais elle est sédentaire. Parce que tout le reste du temps, elle est assise. En d'autres termes, ça, c'est pas bien. Quand je vais faire du sport, je ne prends pas l'escalier roulant en attendant qu'il me monte en haut, alors que j'ai 14 marches à monter à côté. Alors voyons un petit peu les méfaits, parce que tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est basé sur des preuves. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle toujours de la médecine basée sur les preuves, et s'il y a bien quelque chose qui est prouvé, parce que nos collègues médecins, mes collègues, mes amis ont eu du mal à être convaincus, c'est les preuves. Les résultats que je vais vous montrer concernent des centaines de milliers de sujets. Là, on ne raisonne pas sur 8000 personnes ou 5000 personnes. Tout d'abord, il faut savoir qu'on sait que la sédentarité et l'inactivité tuent, et qu'en 2008, la sédentarité et l'inactivité ont plus tué que le tabac. 5,3 millions de décès dans le monde liés à la sédentarité et l'inactivité physique, contre 5,1 millions contre le tabac. Alors je vous rassure, on n'est pas fiers. Le but, ce n'est pas d'être les meilleurs dans ce domaine.
Mais les Anglais, qui ont toujours quand même le sens de la phrase choc, le disent « sitting the new smoking ». Voilà leur nouvelle définition aux États-Unis que vous voyez fleurir dans les campus des étudiants. Pourtant, ce n'est pas vieux, c'est pas nouveau. Regardez, en 1953, le professeur Morris, qui travaillait à côté de l'hôpital à Londres, qui est à côté de la RATP anglaise. Vous savez, en Angleterre, il y a des bus impériales, comme je vous ai montré ici, ça existe toujours. Mais à l'époque, dans les années 50, il y avait deux types d'employés dans les bus. Il y avait le conducteur et le contrôleur. Et le contrôleur, il montait l'escalier, il allait poinçonner le ticket, redescendait l'escalier, poinçonner, et ainsi de suite. Et donc, le professeur Morris s'était rendu compte que ce n'étaient pas les mêmes types de patients qu'il avait dans son service de cardiologie. Il a fait une étude qu'il a publiée en 1953 et qui nous montre quoi? Eh bien que quand vous êtes chauffeur, en bleu, vous avez 2 fois plus d'infarctus que quand vous êtes contrôleur. Donc, ils sont dans la même profession. Il y en a un qui bouge, l'autre qui reste assis, et vous avez 2 fois plus. Et encore plus important, quand vous regardez dans la partie droite la mortalité, eh bien, il y a 2 fois plus de décès chez les conducteurs que chez les contrôleurs. Et c'est cette étude qui a lancé l'action des cardiologues qui, au début, ne se sont intéressés qu'à l'inactivité physique et, secondairement, depuis les années 95 environ, ont pensé à la position assise. Ce travail est très intéressant, il est un peu méconnu, à mon avis. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont réalisé ce travail, c'est une équipe scandinave, elle a fait 2 papiers là-dessus, ont pris le problème en sens inverse. Ils ont pris des gens qui bougeaient et ils leur ont demandé d'arrêter de bouger. Donc des personnes qui faisaient 10 500 pas par jour, ils leur ont demandé de faire 1500 pas pendant 14 jours, 2 semaines. Je dis bien 14 jours. Et ils ont regardé les effets sur la santé. Oh, les effets sont apparus rapidement. 50 grammes de plus de graisse en 14 jours, augmentation de la pression artérielle de 2 mm de mercure, augmentation du mauvais cholestérol et baisse de la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire développement d'un diabète. 14 jours de diminution d'activité physique comparé à ce qu'ils faisaient auparavant. La sédentarité, puisque là on a vu l'inactivité. La sédentarité, vous savez, c'est un peu compliqué. Si je vous demandais combien de temps vous êtes assis par jour en moyenne, je ne suis pas sûr que vous pourriez répondre. Moi, en tout cas, j'aurais du mal à répondre. Par contre, si vous demandez aux gens, à la population, combien de temps vous êtes devant la télévision, ça, ils savent répondre. Donc nous, on utilise dans la recherche le nombre d'heures passées devant la télévision. Et là, les chiffres sont impressionnants, puisque si vous regardez dans la partie gauche de la diapositive, vous voyez que pour toutes les causes de mortalité, jusqu'à 3 heures par jour, on est à peu près stable, du nombre de décès pour 10 000 personnes par an. Dès que vous dépassez 3 heures, l'augmentation est exponentielle. Et surtout, quelque chose de très nouveau, de très impressionnant, on a regardé la mortalité par cancer, parce qu'on savait qu'on avait plus d'infarctus du myocarde, je viens de vous le montrer. Mais regardez, c'est exactement pareil, jusqu'à 3 heures, on a à peu près le même nombre de décès par cancer, 40, entre 25 et 40, et dès que vous dépassez 3 heures, c'est exponentiel. Et ça a été une révolution. Révolution pour les oncologues, les médecins spécialisés dans la cancérologie. Vous n'avez plus un congrès actuellement où il n'y ait pas au moins un exposé sur les bienfaits de l'activité physique dans la prévention et le traitement du cancer. Ça a été une révolution complète dans cette discipline médicale. En fait, la télévision, elle a un double méfait. Le premier, c'est que je suis assis. Le deuxième, c'est que je grignote. Et bien souvent, vu la qualité des programmes proposés, je m'endors. Comme ça, j'ai la totale. Et il n'y a pas de problème au niveau des méfaits. Pour être très clair, activité physique ne compense pas le fait d'être assis. Et à l'inverse, si je suis assis, si je suis peu assis, j'ai besoin de faire de l'activité physique. Vous avez une étude ici, on va faire très simplement, vous allez sur la partie droite de la diapositive, ce sont les gens qui font le moins d'activité physique. Vous voyez, moins de 25 à peu près, il y a 3 barres, et vous voyez la barre blanche, très gris, très claire, c'est plus de 6 heures assises, et la gris foncée, c'est moins de 3 heures assis. Et vous voyez que ce sont ceux qui sont le moins assis, qui ont le moins d'accidents, de mortalité ou d'accidents de santé. Maintenant, je prends des gens qui font 52 d'activité physique, donc ils font beaucoup d'activité physique, c'est même des sportifs. Eh bien, c'est pareil. Ceux qui restent le moins assis dans la journée sont ceux qui ont le moins de problèmes de santé. Donc, en fait, il faut bien associer activité physique et lutte contre la position assise. Ça veut dire, en d'autres termes, que si vous avez choisi, parce que c'est un choix, notre mode de vie, personne ne nous l'impose, hein, on est encore libre de notre choix de notre mode de vie, eh bien, si vous avez choisi d'être sédentaire et inactif, vous augmentez votre risque d'accident vasculaire cérébral de 30%, d'infarctus du myocarde de 30%, de diabète de 20%, d'hypertension artérielle de 10% et de cancer de 25%. Donc comme ça, à partir du moment où on le sait, on peut choisir en conséquence, c'est ce qu'il me semble. L'activité physique
et le fait d'être moins assis vont nous permettre d'augmenter notre capacité physique. Aujourd'hui, c'est très simple, il n'y a pas besoin de choses compliquées pour savoir qui va vivre longtemps. Il suffit de mesurer sa capacité physique. Pas besoin d'IRM, de scanner, de choses comme ça. On fait un test d'effort ou bien on fait marcher les gens et on voit quelle distance ils font en 6 minutes, peu importe. Et ceux qui ont la meilleure capacité physique sont ceux qui seront le moins malades. Vous voyez par exemple que les gens qui ont moins de 6 mètres vont avoir un risque de mortalité près de 5, alors que quand vous êtes entre 6 et 8 mètres, vous avez un risque de mortalité qui diminue de moitié de 2,5. Ce qui est important sur cette diapositive à bien faire comprendre aux personnes à qui on parle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être champion olympique, plus de 13 mètres. Ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est passer de très peu d'activité à un petit peu d'activité physique. Chaque fois que vous gagnez 1 mètre, vous diminuez votre risque d'être malade de 12%. Donc c'est très très rentable. C'est pour ça que je ne veux pas vous parler de sport. Il suffit simplement de marcher régulièrement, on y reviendra. Et encore plus important, c'est aussi vrai quelle que soit la maladie que vous ayez. C'est-à-dire quelqu'un qui a un cancer, c'est les personnes qui ont un cancer qui ont la meilleure capacité physique, ont un meilleur pronostic que les autres. Aujourd'hui, après un infarctus, on m'adresse les patients, 3-4 jours après, je les fais pédaler. Ceux qui ont la meilleure performance sont ceux qui nous poseront le moins de problèmes. Ceux qui ont la moins bonne performance sont ceux qu'on va surveiller de plus près parce qu'on sait que ça va être difficile et qui risquent d'avoir des problèmes après. Cette capacité physique nous pose un grand problème et ça me permet de parler un tout petit peu de l'enfant parce qu'aujourd'hui, voilà ce que les parents imposent à leur enfant. Je prends bien le terme imposer. On dépose l'enfant en double fil devant la porte de l'école pour lui permettre de faire 3 pas pour entrer dans l'école. La norme de l'enfant, c'est donc de ne pas marcher. C'était ça, la nouvelle norme. À quoi ça aboutit? C'est très clair, une étude australienne sur 11 millions de collégiens dans le monde, 11 millions, a montré que la capacité physique des collégiens entre 1971 et 2011 a baissé de 33%. En d'autres termes, un collégien en 1971 mettait 3 minutes pour faire un 800 mètres, aujourd'hui il en met 4. Et la meilleure preuve, c'est que vous n'avez qu'à regarder le programme au baccalauréat. Les temps d'endurance, il y avait un test d'endurance il y a 15 ans. Eh bien, comme les enfants n'étaient plus capables de faire le temps d'endurance proposé, on a diminué le temps d'endurance lors du test du baccalauréat. Plutôt que de s'efforcer à les faire maintenir, eh bien non, on s'est adapté à leur baisse de capacité physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes enfants, vos enfants, vont vivre moins longtemps que vous. Ce qui n'est jamais arrivé, puisque la capacité physique est le meilleur marqueur d'espérance de vie. Alors comment ça marche? C'est très simple. Vous avez, quand vous ne bougez pas et que vous êtes trop assis, une augmentation de la masse graisseuse qui va se stocker au niveau de l'abdomen, vous savez, la bouée abdominale. Et cette bouée abdominale, elle a un grand problème, cette graisse, c'est qu'elle libère des adipokines qui vont favoriser toutes ces maladies. Dès que vous contractez vos muscles, en haut, vous avez libération de myokines, et ces myokines vont bloquer les effets des adipokines. Donc c'est très très simple, et ceci va vous permettre d'éviter les accidents. Ce schéma, je le dois à une personne qui m'avait écouté il y a quelque temps dans un congrès, dans une conférence que je faisais dans une société, c'est une malvoyante, et qui faisait des schémas en fonction de ce qu'elle entendait. Et donc c'était très intéressant, j'avais trouvé ce schéma très bien, c'est exactement ça la sédentarité. C'est votre maison, vous avez décidé de ne plus entretenir une pièce. Vous ne passez plus l'aspirateur, qu'est-ce qui se passe? La poussière s'accumule, la poussière s'accumule, la vermine augmente, il y a les acariens, il y a tout ça. Et c'est pareil dans votre organisme. Si vous ne nettoyez pas votre organisme en bougeant régulièrement, vous allez accumuler un niveau d'inflammation, un niveau de stress oxydatif qui va favoriser le développement de tas de maladies. Passons maintenant aux bienfaits de l'activité physique. Les bienfaits de l'activité physique, je vous ai parlé des cancers, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est très effrayant, mais on fait, vous savez, c'est toujours pareil, on essaye de choquer un petit peu pour intéresser la population, mais parlons de choses simples. Moi, j'ai tous mes patients ou mes patientes qui viennent se plaindre d'avoir les jambes lourdes. Docteur, qu'est-ce que je peux faire pour mes jambes lourdes? Marcher. Docteur, j'ai un problème de transit intestinal, je suis constipé, qu'est-ce que je dois faire? Marcher. C'est ça les meilleurs traitements. C'est beaucoup plus efficace que de prendre un comprimé, j'ai ceci, j'ai cela, je vais vous rajouter un comprimé, etc. Non, la plupart des éléments pour vous donner une bonne qualité de vie, c'est simplement de se lever régulièrement et de marcher. Après, le diabète de type 2, je vous ai parlé des problèmes de l'obésité. Le diabète de type 2 est très souvent lié à une surcharge pondérale. Et vous voyez, on va prendre juste le schéma. Dans cette étude, qui était une très jolie étude, les trois, elles sont en face, ça revient à la même chose, on a comparé des gens qui étaient en prédiabète, des jeunes, et on leur a donné un comprimé. C'était un placebo, bien sûr, ils ne le savaient pas, ils avaient accepté de participer à l'étude, mais en jaune, on leur donne un placebo. En vert, on leur a donné un médicament, qui est le médicament du diabète de type 2 qu'on donne en première intention.
Et en rouge, on leur a demandé de changer de mode de vie en les surveillant pour être sûr qu'ils changeaient de mode de vie. Faites attention à ce que vous mangez et bougez. Et vous regardez à 4 ans, combien sont devenus diabétiques? Eh bien, vous voyez que ceux qui sont devenus le plus diabétiques de 40%, c'est ceux qui ont pris le placebo, ensuite le médicament, et le moins grand nombre de diabétiques, c'était chez ceux qui bougeaient et mangeaient bien. En réalité, quand on prend toutes ces études, on considère que quand on a un état de prédiabète, qu'on décide de changer de mode de vie, on diminue le risque de devenir diabétique de 50% quand on prend toutes les études, comme c'est marqué en bas. Les médicaments, l'effet sur les médicaments, ça, ce sont des gens hypertendus. Vous avez donc, ce que j'ai encadré en vert, 600 hypertendus qui prennent des médicaments. Pendant 2 mois, on leur demande de faire de l'activité physique en surveillant qu'ils en font. Et vous voyez qu'il y en a la moitié qui n'ont plus besoin de médicaments ou chez qui on a pu diminuer le nombre de médicaments. On rejoint ce que nous disait Patrick tout à l'heure. Le coût pour la santé diminue pratiquement de moitié, rien chez les hypertendus quand ils décident de changer de mode de vie. Les maladies cardiovasculaires. Puisque je suis cardiologue, je vais parler un petit peu de mon domaine, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, quand vous faites une activité physique intense, vous allez diminuer le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral d'environ 25%. Si vous faites simplement une activité physique professionnelle modérée, vous allez avoir une diminution du risque de 15%. Donc vous voyez, on n'est pas forcé de rentrer dans des choses très très importantes, très intenses. Maintenant, pas de chance, vous avez fait un infarctus du myocarde. Qu'est-ce que va faire le fait de changer votre mode de vie après l'infarctus du myocarde? On va regarder sur l'aggravation des plaques d'athérome que l'on a au niveau des artères coronaires. Vous voyez que moins je fais d'activité physique, c'est en rouge, plus j'ai de progression, plus je fais d'activité physique, c'est en blanc, plus j'ai de régression des plaques d'athérome. Donc même quand l'accident est survenu, le fait de décider de changer de mode de vie va être bénéfique sur la santé. Enfin, le cancer. Là, je vous ai mis les travaux qu'il y a sur la plupart des cancers, cancer du sein, côlon, rectal, etc. En moyenne, on diminue, je vous l'ai dit, le cancer entre 15 et 35%. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous donner les chiffres qui nous ont beaucoup impressionnés cardiologues et qui ont été publiés par plusieurs études. C'était l'effet de l'activité physique quand j'ai la malchance d'avoir un cancer. Alors ça concerne surtout les études sur les cancers du sein, mais c'est la même chose sur le cancer du côlon et le cancer de la prostate. Vous avez la malchance d'avoir un cancer. On va vous proposer un traitement indispensable. Chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. Ce traitement est indiscutable. L'activité physique ne va pas remplacer le traitement. Ce traitement, il faut le prendre. Mais si vous associez 30 minutes d'activité physique de façon journalière, vous avez 30% de moins de mortalité chez les femmes qui ont accepté de faire les 30 minutes d'activité physique que chez les femmes qui ne l'ont pas fait à traitement égal. 30% de moins de mortalité. Maintenant, les personnes sont en rémission, c'est-à-dire qu'on considère qu'elles ne sont pas guéries, mais on va les surveiller et arrêter le traitement. Et on regarde ce qui se passe chez les personnes qui continuent l'activité physique. Et là, vous avez 50% de moins de récidives. 50% de moins de récidives. Aujourd'hui, quand on a une chimiothérapie qui fait un effet de plus 3 ou 4%, on considère que c'est exceptionnel. Donc vous voyez, ce sont des chiffres qui sont très très impressionnants. Et surtout, vous allez avoir des effets sur la fatigue, sur la qualité de vie, quand on a eu ce problème de cancer. Alors quels sont les autres effets bénéfiques de l'activité physique? En fait, ça marche pour tout. C'est simple. Vous avez de l'arthrose, en dehors d'une poussée aiguë, il vaut mieux marcher que rester dans son fauteuil et ne pas bouger. L'ostéoporose, je vous rappelle que c'est quand l'os devient fragile, ça apparaît avec l'âge, en particulier plus chez les femmes qui sont ménopausées. Les douleurs musculo-squelettiques, c'est les TMS, les troubles musculo-squelettiques, cause principale d'absentéisme dans les sociétés. C'est pour ça que beaucoup de responsables de sociétés s'intéressent à cette problématique. La dépression, l'anxiété et la maladie d'Alzheimer. Les neurologues nous apprennent que quelle est la meilleure prévention de la maladie d'Alzheimer? C'est l'activité physique. Et ils ont un terme très simple, maintenant, ils nous disent la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Quand vous faites une activité physique et qu'on vous fait une IRM fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on injecte des produits pour voir comment les neurones travaillent, on va voir des zones s'allumer dans le cerveau, et surtout, on va voir qu'après l'exercice physique, il va y avoir des connexions entre les différents neurones qui vont être très largement augmentées. On sait très bien depuis très longtemps que les enfants qui font de l'activité physique ont de meilleurs résultats scolaires que les enfants qui ne font pas d'activité physique. Il y a des tas d'études qui nous l'ont montré. Et puis enfin se pose le problème chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, leur risque, outre la maladie d'Alzheimer, c'est les chutes.
Et l'activité physique va permettre aux personnes âgées d'avoir un meilleur équilibre et aussi une meilleure force musculaire pour leur éviter de tomber. Comment ça marche? Alors ça, c'est pour faire savant, vous savez, il faut bien qu'on illustre un petit peu qu'il y en a qui travaillent. Donc je vous ai montré à gauche toutes les modifications génétiques, biologiques, moléculaires, etc. Mais concentrons-nous sur la partie droite et regardons les effets. En 2 mots, quand vous faites de l'activité physique, vous diminuez le niveau d'inflammation. Vous savez, ce qui va encrasser petit à petit notre organisme, et vous diminuez le niveau de stress oxydatif, ce qui va permettre de défendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cancer, comme on dit, on ne se couche pas un soir sans cancer et on ne se lève pas le matin avec un cancer comme quand on a la grippe ou comme quand on a mal à la gorge. Le cancer, il s'est développé pendant 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que chaque jour, vous et moi, on se bat contre des attaques qui peuvent provoquer des cancers. Pour pouvoir répondre, il faut avoir le taux d'inflammation le plus bas possible et le taux d'antioxydants le plus haut possible. Si je ne bouge pas, si je reste trop assis, je détruis mes mécanismes de défense et je favorise le développement du cancer. Donc on comprend parfaitement pourquoi l'activité physique va agir sur tout ça. C'est très simple. Parce que, je vous l'ai dit, nous sommes programmés pour bouger. On n'y peut rien. Notre génome est fait pour ça. On n'a pas le choix de toute façon. Et puis de l'autre côté, vous allez améliorer la circulation sanguine avec des vaisseaux qui vont s'ouvrir mieux, le sang qui va être plus fluide, et vous évitez la phlébite dont je vous ai parlé, et éventuellement l'embolie pulmonaire. Alors, comme me disent toujours mes copains, pourtant ils me connaissent, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, ils me disent « Oui, mais tu fais toujours du catastrophisme, François, ce que tu nous dis, regarde, on n'a jamais vécu vieux si longtemps. » Je réponds « C'est vrai, mais d'abord, je ne suis pas sûr que j'ai envie de vivre vieux comme je vois certaines personnes dans les maisons de retraite parce qu'effectivement, elles vivent vieilles, mais elles ne font pas grand-chose vu leurs conditions physiques. Et puis deuxièmement, ceux qui vivent vieux, ce n'est pas nous. C'est mes grands-parents, mes parents. Mais moi, je ne sais pas si je vais vivre vieux. Qui peut se permettre de faire une projection en disant, comme je vois partout des projections, ces projections sont valables, toutes choses égales par ailleurs. Mais justement, ce n'est pas égal, puisque mes parents bougeaient plus que nous et nos grands-parents encore. Et regardez maintenant le temps de vie en bonne santé. Eh bien, il baisse. Il baisse. C'était 65 ans en 2008, c'est devenu 64 ans chez les femmes en 2010, en 2 ans quand même. Et chez les hommes, c'était 63 ans, c'est devenu 62 ans. Donc certes, on vit vieux plus longtemps grâce aux médicaments, mais en réalité, on vit en bonne santé moins longtemps. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vivre à 90 ans, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. En plus, catastrophisme, l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas des gens très amusants, c'est des gens qui s'occupent du sida, du paludisme, de la mortalité infantile, toutes ces choses-là. S'ils arrivent à écrire un livre de 150 pages sur les risques de l'inactivité physique, c'est que ça veut dire qu'ils sont quand même un peu inquiets. Sinon, ils ont d'autres chats à fouetter. Voyons les Anglais très forts. Vous savez, vous avez peut-être vu déjà leurs pubs sur les accidents de voiture, sur le tabac. Voilà ce qu'ils font sur les risques de la sédentarité. Voilà comment ils se projettent, ils nous projettent si nous ne changeons rien. Les États-Unis, c'est Michelle Obama qui a lancé une action qui s'appelle Let's Move. Et vous voyez là, ils ont rajouté la pomme quand même pour montrer qu'il y avait l'alimentation, mais aujourd'hui c'est bouger. Les Américains ont fait fausse route, ils sont tout basés sur l'alimentation, sans aucun succès pratiquement, et l'espérance de vie aux États-Unis est en train de baisser. Ça veut donc dire qu'effectivement, comme nous on fait tout ce que font les Américains, ce qui est bien et pas bien, dans 10 ans, ça risque d'être pareil chez nous. Washington Post, c'est pareil, hein, ce n'est pas le journal le plus people qui soit. Ils ont publié en 2014 toute une page de leur journal sur les risques de la position assise. Donc c'est quand même une alerte forte. Maintenant, il y a des bureaux. Alors là, il y a un tapis roulant. Il y en a 100 tapis roulants. Vous pouvez travailler assis ou debout. Il y a 2 positions sur votre bureau. Et Ikea est en train d'en commercialiser. Il y a des grandes sociétés françaises et anglo-saxonnes qui ont proposé à leurs employés d'avoir un bureau avec 2 positions pour justement qu'ils puissent changer de position. Tout ça, ça montre bien qu'il y a quand même une prise de conscience de certaines personnes qui se sont vraiment penchées sur le problème. Et puis là, c'est l'amendement de Mme Fournéron dont vous a parlé Patrick tout à l'heure. Ça veut dire qu'aussi en France, les pouvoirs publics commencent à prendre conscience. Alors cette prise de conscience des pouvoirs publics, est-ce que la population, est-ce que les médecins l'ont? Et là, je suis forcé de reconnaître que non. Comme vous l'a dit Patrick, ce sont des amis qui m'ont conseillé, des collègues, à partir de l'Observatoire des sédentarités, d'écrire un livre.
Et voilà l'effet du livre sur la population. La photo n'est pas truquée, malheureusement. Ça vous montre que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Maintenant, les médecins. Ça, c'est le congrès de la Société française de cardiologie il y a 4 ans. Cette photo me fait beaucoup de peine pour 2 raisons. La première, c'est que vous voyez, l'escalier roulant est plein alors qu'il y a 12 marches à côté. Ça me fait de la peine. Mais ce qui m'énerve, c'est que mes collègues attendent que l'escalier roulant se libère pour le prendre. Ça, c'est pire. Ça ne leur vient même pas à l'idée qu'ils vont pouvoir prendre l'escalier. Bon, les choses ont un peu changé. Là, il y en aurait un aujourd'hui. Ça, c'était il y a 4 ans qui montrait l'escalier. Non, c'est pas moi, je prendrai quand même la photo. Alors, comment motiver pour la reprise d'une activité physique? Eh bien, vous voyez, les médecins. Quand on interroge les gens qui ont repris l'activité physique, combien ils ont repris sur les conseils d'un médecin? 24%. Donc les médecins ont un rôle à jouer essentiel, Patrick l'a dit, avec le relais des pharmaciens, avec le relais des APA, avec le relais des kinés. Il faut que tout le monde, toutes les personnes qui sont impliquées dans la santé se mobilisent sur ce point. Comment faire quand je veux reprendre l'activité physique et que j'ai compris qu'il fallait que je change mon mode de vie? Il faut d'abord comprendre que, contrairement à ce qu'on dit, et tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas l'activité physique qui est bonne pour la santé, c'est l'inactivité physique et les sédentarités qui sont mauvaises. Ce n'est donc pas du tout la même chose. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas bouger et d'être assis. Il faut passer dans sa tête, se donner cette chose-là, c'est ça qui est anormal. Et à ce moment-là, il va falloir bien manger et bien bouger. Les 2 éléments sont importants. Je ne voudrais pas que vous sortiez en vous disant « Oh, l'alimentation, en fin de compte, ça n'a aucune importance ». Non, pas du tout. Bien sûr que l'alimentation a un rôle très très important. Mais on a oublié à côté le bien bouger, c'est-à-dire associer à l'alimentation une activité physique. Comme je vous l'ai dit, vous retrouvez ici le schéma un petit peu de tout à l'heure avec les diagrammes, vous avez le niveau de capacité physique et le risque d'être malade. Et vous voyez qu'il suffit de pas du tout d'activité physique à un petit peu d'activité physique pour diminuer de façon très importante ce risque. Donc, on ne doit pas devenir champion, il faut bien le dire, on n'a pas besoin d'acheter un équipement. Il faut simplement décider, le midi, j'ai 40 minutes de pause, j'en prends 25 ou 30 pour manger, et j'ai 10 minutes pour bouger, pour marcher. Je peux aller à la cantine ou au restaurant à pied, je peux en profiter pour discuter avec mes collègues. Tous les moyens sont bons. Quand je suis en train de prendre mon café devant le distributeur, pourquoi est-ce que j'en profite pas pour marcher plutôt que rester debout devant le distributeur? Vous voyez, toutes ces choses qui sont une habitude. Quand je rentre dans les transports en commun pour 3 stations, 4 stations, pourquoi je me précipite vers le siège? Ça, c'est bon pour la femme enceinte ou les personnes handicapées ou très âgées. Ce sont toutes ces habitudes que l'on a qu'il va falloir changer. On a des recommandations à notre disposition, ce sont celles de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que chez l'adulte, entre 18 et 64 ans, il faut faire au moins 30 minutes d'activité physique modérée ou 20 minutes, 30 minutes 5 fois par semaine, ou 20 minutes d'activité physique intense 3 fois par semaine. Et ne pas oublier, moi j'y accorde une très forte importance, le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, ce n'est pas la musculation, ce n'est pas pour avoir des gros muscles, c'est simplement monter les escaliers à pied et les descendre à pied. Descendre des escaliers, c'est un travail excentrique, c'est très bon pour les muscles, et les monter, c'est aussi très bon. Normalement, 3 étages, on doit les monter à pied. On n'a pas besoin de prendre l'ascenseur pour monter 3 étages quand on devient un peu plus âgé ou qu'on a une petite limitation, on peut se limiter à 2 étages. Et puis là-dessus, on évite les périodes assises ininterrompues de plus de 2 heures. Changer son mode de vie, c'est ça, vous voyez, j'oublie les ascenseurs, je méprise les escaliers roulants, je me demande si j'ai besoin de prendre ma voiture. Qui se demande si vraiment il a besoin de prendre sa voiture? Vous savez que 50% des trajets en voiture en France, c'est moins de 2 km. Là, aujourd'hui, il y a la COP21, on nous parle de l'écologie. On prend sa voiture 1 fois sur 2 pour faire moins de 2 km. Ça peut quand même un petit peu interpeller. Comme je dis toujours à mes patients, dans Rennes, si vous partez, vous prenez votre voiture, vous allez à 2 km, vous sortez de votre parking, vous regarez après, vous faites plus vite à pied les 2 km que si vous prenez votre voiture. De la même façon, je fais mes courses à pied, etc. J'évite les positions à la rangée, j'augmente mon temps de bricolage, de jardinage. Tout ça, c'est très bon pour la santé. Et quand je demande aux gens, à mes patients, pourquoi est-ce que vous ne bougez pas? Pourquoi vous ne choisissez pas ce mode de vie? Certains me disent parce que j'ai pas d'amis pour le faire. D'autres me disent, vous vous rendez pas compte, j'ai 4 enfants à la maison, etc., etc. Mais la moitié me dit parce qu'ils n'ont pas le temps. Le français
actuellement, passe en moyenne 3h50 par jour devant sa télévision. Et il n'a pas le temps de trouver 30 minutes pour s'occuper de sa santé. Il n'a pas le temps sur son agenda de se dire « je vais prendre 30 minutes pour m'occuper de moi, de ma vie future ». Comme je leur dis, c'est dommage parce que vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre santé, mais quand vous serez malade, là, vous n'aurez pas le choix. Vous serez forcé de prendre le temps de vous occuper de votre maladie. Comme je dis toujours, c'est beaucoup plus facile de ne pas grossir que de maigrir. Alors, on peut s'aider. Tout à l'heure, Patrick nous l'a dit, il est sorti émerveillé, et je le comprends parce que c'est vrai que c'est impressionnant, avec les outils connectés. On a des podomètres, on a tout ce que l'on veut, et on parle très souvent, vous savez, du nombre de pas faits par jour. Là aussi, on nous parle des 10 000 pas. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fervent des 10 000 pas dit comme ça. Ça ne m'arrive jamais de dire à quelqu'un « Ah, vous faites 2 000 pas par jour. Pouh, vous ne vous rendez pas compte, vous en avez 10 000 à faire. » Parce que la personne, elle me dit « Mais j'y arriverai jamais, docteur. » Et elle a raison. Si elle fait 2 000 pas, on va lui dire ce qui serait bien, c'est que vous visiez 3 500. Et quand elle sera 3 500, on montera petit à petit. Et le podomètre aide beaucoup. Le podomètre, c'est un outil efficace pour beaucoup de personnes parce qu'ils vont surveiller leur podomètre. Les gens ne se rendent pas compte combien ils sont sédentaires. Parce que c'est vrai que moi, je ne chronomètre pas le temps que je passe assis devant mon bureau, sinon je pense que je changerais de métier. Alors vous avez tout ce que vous voulez, tous les prix, peu importe. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est si ça fait bouger les gens, c'est très bien. Je ne dis pas que c'est indispensable, mais c'est quelque chose qui peut être très efficace et très utile. Après, du moment que les gens bougent, c'est très bien. Les enfants. Les enfants, on a aussi normalisé complètement la norme des enfants. Aujourd'hui, on voit sur les plages des tas d'enfants un peu replets, on considère qu'ils sont en bonne santé, grossière erreur. Il faut quand même regarder qu'entre 1965 et 1995, en 30 ans, c'est pas compliqué, il y a 4 fois plus d'obèses en 30 ans dans notre société. Aujourd'hui, on en a bien sûr beaucoup plus, et ça va poser un vrai problème. Parce qu'un enfant qui est obèse, ou en surpoids, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, va se battre contre la surcharge pondérale. Puisqu'il a acquis, c'est jusqu'à 6-8 ans, un nombre de cellules graisseuses. Et qu'est-ce que se font ces cellules graisseuses? Elles resteront là. Elles vont se remplir ou se vider, en fonction de ce que j'apporte et de ce que je dépense. Donc c'est pour ça que toute sa vie, l'enfant va se retrouver touché par ça. Je ne suis pas sûr que les parents sachent ce qu'ils vont imposer à leur enfant en acceptant qu'il y ait cette prise de poids régulière en particulier. Et quand je vois qu'aujourd'hui, regardez l'âge moyen des enfants dans les poussettes, ce n'est pas 2 ans. Ils ont plutôt 4 à 5 ans. C'est amusant, moi maintenant, vu mon grand âge, j'ai la chance d'être grand-père. Mes petits-enfants, quand je les emmène dans le parc à côté de chez moi, ils ne s'asseyent pas dans l'herbe. Ils courent, ils sautent, ils attrapent les branches, ils bougent. Un enfant, il ne va pas s'asseoir spontanément. Pourquoi est-ce que quand mon enfant m'embête, je le mets devant la télévision, assis devant les dessins animés? Ça, c'est des habitudes. Pour l'enfant, ça va être normal de ne pas bouger. Alors que l'enfant, il doit faire au moins 1 heure d'activité physique par jour. Bien sûr, il va faire de l'endurance, du renforcement musculaire, tout ça, mais il va le faire naturellement. Et vous voyez, en bas, c'est ce qu'ont rajouté les Canadiens. Les Canadiens sont beaucoup plus efficaces que nous. Et là, ils ont bien montré, j'essaye de ne pas prendre la voiture systématiquement, ou bien je me gare un petit peu à 200 mètres de l'école. Après l'école, le goûter, je ne le passe pas devant la télévision. Et quand je rentre de mon activité physique, si j'en fais, j'autorise un temps passé devant les écrans limité. 2 heures par jour, par exemple, et 3 heures le week-end. Sinon, effectivement, pour l'enfant, les normes vont être celles que l'on a vues. La nouvelle vie, en fin de compte, c'est je mange bien, je bouge bien, j'essaye d'éviter le sofa, et j'essaye le dimanche d'aller faire de l'activité physique avec mes enfants, plutôt que tout le monde soit qui dans sa chambre à regarder l'ordinateur, qui devant le sport à regarder le sport à la télévision, etc. Et puis, c'est bien meilleur pour la cellule familiale. Enfin, il reste les personnes âgées. Les personnes âgées, je vous ai dit que c'était le 2e challenge qui nous attend. On avait le premier, c'est l'obésité. Le 2e, c'est les personnes âgées. Parce qu'en fin de compte, les personnes âgées, il faut qu'elles soient en bonne santé le plus longtemps possible. Et donc, après 65 ans, c'est comme les enfants, c'est au moins 1 heure d'activité physique par jour. Et là, il va falloir en plus faire de l'équilibre à ces personnes âgées parce qu'on perd un peu l'équilibre avec une qualité qui s'appelle la proprioception et on risque de chuter. Et comme on n'a pas de muscles pour se retenir, eh bien, on se casse le col du fémur, ce qui est souvent très mauvais pronostic chez les personnes âgées.
Alors, est-ce qu'on a le droit de faire plus? Puisque ça m'arrive de temps en temps que certains me demandent ça. Oui, vous voyez, vous avez une pyramide. En bas, c'est j'ai changé mon mode de vie, je bouge plus. Et puis après, petit à petit, je peux augmenter l'activité physique avec des choses simples, vous voyez. Là, vous avez des exemples de renforcement musculaire. Je n'ai pas besoin d'aller dans une salle de musculation. Rien que le fait de m'amuser chaque jour, le matin et le soir, de m'asseoir et de me lever sans m'aider de ma chaise, 10 fois de suite, j'ai déjà fait ma musculation. Et c'est rentable. Je vous promets que c'est rentable au niveau de la force musculaire, en particulier après 65 ans. On n'a pas besoin du tout de faire des choses, on en est là. On en est simplement à se lever 10 fois par jour de sa chaise sans aide le matin et le soir, et c'est quelque chose qui apporte à la santé. Après, quand arrive l'été, alors excusez-moi mesdames, j'aurais pu mettre des messieurs, c'est vrai. Arrive l'été, grande question. Vais-je rentrer dans mon maillot de bain? Et qu'est-ce que je fais? Je cours à toute vitesse dans la salle de gymnastique et je me dépense comme une folle, si possible avec une amie. Et à quoi j'aboutis? Aux courbatures, et j'arrête le lendemain en disant « c'est vraiment pas fait pour moi ». Donc là, il va falloir être progressif. Il va falloir, bien sûr, accepter de reprendre petit à petit une activité physique. Donc pour terminer, ça, c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui. Plus vous prenez de l'âge. Ah, j'ai un peu mal à l'épaule, vous savez, docteur. C'est pas grave, je vais vous donner un petit anti-inflammatoire. Pas fort, très doux. Le lendemain, oui, vous savez, vous ne comprenez pas, mais j'ai des vertiges quand je tourne la tête et j'ai des bruits dans les oreilles. Ah ben, je vais vous donner quelque chose, et ainsi de suite. Et j'en arrive quand même, la moyenne du nombre de médicaments des personnes qui rentrent dans notre service de plus de 70 ans, je vais dire que c'est entre 12 et 15 médicaments sur leur ordonnance. Moi, quand j'étais jeune, on m'a appris qu'au-delà de 5 à 7 médicaments chez les personnes âgées, c'était des cocktails explosifs, on ne savait plus ce qu'on faisait. Là, on en est à 12 à 15. Et quand vous les prenez, ils ont tous une indication. Mais la plupart de ces indications, à part les 5 ou 7 dont je vous ai parlé, eh bien, on peut les régler en décidant de marcher et en se faisant aider si la personne a du mal. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est remplacer ça par la vraie polypile. La pilule qui remplace tout. C'est l'activité physique, surtout quand elle est associée, bien sûr, à une bonne alimentation. En fin de compte, et si vous n'avez qu'une seule chose à retenir de tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'est ça. Il suffit de se lever et de bouger. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes mariés il y a 20 ans, il avait 75 ans, donc, et il portait encore des sacs de blé que mon mari n'était pas capable de porter. Et c'était impressionnant, et je pense que l'âge de papa et l'état dans lequel il est à l'heure actuelle, et bien sûr, il était cultivateur, lié à son activité physique, c'est évident. Aujourd'hui, la plupart de mes patients me disent, de toute façon, là, le dernier, c'était un plombier il y a 2 ans dans les vacances de la Toussaint, il a emmené ses 2 enfants, donc il avait 42 ans, à l'époque, il avait 42 ans, 2 enfants, 19 ans et 18 ans, il leur a dit, écoutez, je vais vous montrer ce que c'est que le boulot, ce qui vous attend et tout, et à midi, les enfants se sont arrêtés en disant à son père, ah non, on est trop fatigué. C'est les 33% de capacité physique en moins. Si vous partez avec une capacité physique plus basse à 18 ans, vous aurez forcément une capacité physique plus basse à 70 ans, toutes choses égales par ailleurs, c'est obligatoire. Alors, on va prendre encore une réaction, une ou deux questions. Est-ce qu'on a des questions pour le professeur Carré? Tout d'abord, merci. C'était super clair et puis très dynamique. Vous avez parlé du corps, des bienfaits, c'était très clair. Qu'en est-il du bien-être mental, voire même de cet effet positif, je pense, sur la dépression? Alors, c'est très marqué sur la dépression. Et moi, souvent, parce que vous savez, les patients, il ne faut pas rêver, ils ont un comportement comme ça depuis des années. Donc, on ne va pas changer avec 10 minutes de discussion. On n'a pas le pouvoir de persuasion, leur mode de vie. Et donc, moi, je termine toujours en leur disant, écoutez, j'ai vu, vous m'avez expliqué votre mode de vie, les soucis que vous avez quand vous rentrez et tout. Moi, ce que je vous propose, puisque vous êtes venu nous voir, c'est que vous avez confiance un petit peu, c'est quand vous rentrez chez vous, vous allez... En arrivant chez vous, au lieu de vous précipiter sur votre canapé pour regarder les nouvelles, vous allez aller marcher 10 minutes, simplement 10 minutes en dehors de chez vous, puis vous reviendrez vous asseoir devant votre canapé. Et si vous voulez, on se revoit dans 6 semaines, et vous viendrez me dire si vous n'avez pas mieux résolu vos problèmes. Et sans forfanterie, alors tous ne reviennent pas me voir, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas écouté, mais ça je sais bien, mais ceux qui reviennent me voir ont tous noté une amélioration. 10 minutes de marche nous permettent, et je suis sûr que vous en êtes convaincus, de mieux évacuer nos soucis que de me mettre devant la télévision qui n'enlève absolument pas mes soucis. Donc au niveau cérébral, il y a un effet
Est-ce que c'est les endorphines? Est-ce que c'est tout ce que vous voulez? Peu m'importe. Moi, je sais que je résous mieux mes problèmes en marchant ou en courant que quand je suis assis devant ma télé. Donc, vous avez entièrement raison, c'est un effet majeur sur le bien-être mental. Dernière question, monsieur. Merci. J'aimerais une précision sur la notion d'activité physique. J'ai envie de dire bonne ou mauvaise activité physique. Vous l'avez souvent associé finalement au fait de marcher. J'imagine que quelqu'un qui va à la salle de sport, la salle de musculation, qui fait du développé couché, quelque part, il se muscle les bras. Y a-t-il une corrélation ou y a-t-il une bonne et une mauvaise activité physique? Qu'y a-t-il lieu de faire? Je ne pense pas qu'on puisse parler de bonne ou de mauvaise activité physique à partir du moment où la personne qui l'a fait, on lui a expliqué, si vous voulez. A priori, quand je vais dans la salle de musculation faire du développé couché, je ne vais pas tout de suite m'allonger sous une barre et soulever quelque chose. C'est-à-dire que si on prend les recommandations actuelles, quand on est encadré, on va avoir un petit peu de cardio, comme ils disent, sur du vélo ou sur le tapis, et ensuite ils vont se mettre sous la barre. On est très très surpris par les apports de la musculation qui sont très très bons pour la santé, surtout à partir de 40-45 ans, puisque malheureusement, à partir de 40 ans, on commence à perdre des moyens physiques. Alors le terme musculation n'est pas bon, c'est pour ça que nous, on aime mieux employer renforcement musculaire. Donc on va se mettre sous une barre, et nos insuffisants cardiaques, on leur fait faire du renforcement musculaire, ce qui est une forme de musculation. Donc je ne peux pas dire qu'il y a de mauvaise ou de bonne activité physique, il y a la façon de la faire. Et dans chaque activité physique, on doit respecter 3 phases. 1, l'échauffement, 2, le travail, 3, le retour au calme. Quelle que soit l'activité physique. Donc j'aime bien développer des barres, je fais 5-10 minutes de vélo tranquillement, je développe mes barres, et à la fin, je marche ou je refais 5-10 minutes de vélo. En fait, c'est la façon de le faire. C'est bien faire ou mal faire. C'est comme si courir. Si je cours et je pars tout de suite à toute vitesse, je ne fais pas bien de la course à pied. Donc ce n'est pas tellement bonne ou mauvaise, c'est la façon de la faire. Et là, c'est vrai, vous avez raison, il faut faire attention à ça. Professeur Carré, merci beaucoup pour votre intervention.